Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour le top film de 2022. Vous avez déjà sur la chaîne le top série de 2022 ainsi que le flop film et on passe à la vidéo la plus importante de ce bilan de fin d'année. Et il se trouve que cette année j'ai vu beaucoup de films puisque l'année dernière j'avais vu 115 films, et bien cette année, j'ai l'honneur de vous dire que j'ai vu 202 films de 2022. Et oui, donc ça fait beaucoup de films, sachant que ce n'est vraiment que les films qui sont sortis en 2022, ça veut dire que j'ai vu plein d'autres films, des découvertes d'autres années. Donc j'ai complètement battu mon record qui était de 115 films vus dans l'année. J'avoue que je suis assez étonné, parce que là clairement je ne sais pas comment j'ai fait pour voir autant de films durant cette année. Donc je suis content, je suis très content d'avoir vu autant de films, et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de films que j'ai beaucoup aimé cette année, donc ce fut une très belle année cinéma pour moi. Il y a un flop disponible sur la chaîne, donc forcément il y a quelques films qui sont plutôt ratés, mais dans l'ensemble c'était vraiment une super année cinéma, riche en nouveautés, en découvertes, en créativité, et plein de films qui m'ont fait voyager, qui m'ont beaucoup ému, donc on va parler de tous ces films dans cette vidéo. Et il y a eu tellement de bons films cette année que lors des mentions honorables, je vais vous parler de 13 films au lieu de 10 l'année dernière, car il y a vraiment plein de films dont j'ai envie de vous parler, et ensuite on passera à la partie un petit peu plus traditionnelle, de la 10e à la première place. Bref, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite ce top film de 2022. Tout d'abord, pour commencer avec les mentions honorables, on a le film Hunter Galactic, qui est un film d'animation sorti sur Netflix, qui m'a énormément plu de par son ambiance musicale et de par sa direction artistique au niveau de son animation, qui était vraiment très cool et très inspiré notamment du travail qu'il y a eu sur Spider-Verse, Into the Spider-Verse. Il y a vraiment un travail de l'animation que j'ai beaucoup aimé, avec des fréquences d'image assez spéciales, avec des plans vraiment assez créatifs. Et en plus de cela, je trouve que l'histoire est très simple mais très sympathique à suivre. C'est vraiment un feel-good movie entre guillemets qui m'a énormément plu et que je vous recommande de voir si ce n'est pas encore fait. Ensuite, on a le film français À plein temps, qui est une sorte de drame thriller qui va se concentrer sur le personnage de Laure Calamy, qui est une mère qui a un emploi sur Paris, et il se trouve qu'en fait, chaque journée, elle doit véritablement faire la course pour attraper les bus qui vont l'emmener de chez elle, qui est un peu, parce qu'elle habite un petit peu en périphérie de la ville, si j'ai bien compris, et en fait, elle doit à chaque fois, le matin, aller prendre des bus ou des trains, même les deux, pour rejoindre son travail. Et ce qui est fort avec ce film, c'est qu'on ressent vraiment le côté stressant de vivre une telle vie, puisqu'en effet elle est tout le temps, constamment en train de courir après un bus, un train, pour essayer de rentrer chez elle, pour aller au travail, etc. Et grâce à cela et à la musique notamment, il y a une tension qui est assez palpable durant tout le film et qui est vraiment très appréciable, et ça permet aussi de mettre en avant ces personnes qui existent et qui ont un train de vie, qui ont un quotidien assez difficile, parce que c'est constamment le rush, ils ne peuvent jamais s'arrêter, et s'ils s'arrêtent, ils risquent de se faire virer forcément. Et donc c'était vraiment un film que j'ai trouvé très intéressant, très bien réalisé, bien monté, une belle musique, très bien joué par Laure Calamy. Franchement un super film que je vous recommande. Ensuite on a le film Incantation, qui est également sorti sur Netflix, qui est un film taïwanais d'horreur qui va se concentrer sur un personnage, une mère qui va subir une malédiction et tout ce genre de trucs un petit peu classique en soi, mais le film m'a vraiment terrifié. C'est pas le film qui m'a le plus terrifié cette année, je pense, en tout cas sur l'ensemble, mais disons qu'il y a quelques scènes qui sont vraiment très pesantes et qui fonctionnent tellement bien. Je dirais juste que le seul petit problème c'est que le rythme est pas parfait, que parfois on s'ennuie un petit peu, mais le film m'a vraiment marqué. Il y a vraiment 2-3 scènes dont je me souviens encore aujourd'hui. Il y a une ambiance qui marche super bien, l'acting je trouve bon, je trouve que l'histoire et tout le lore autour de cette malédiction est vraiment super intéressant, donc ça fait partie de mes petits coups de cœur de cette année et je vous encourage à le découvrir si ce n'est pas encore fait. Ensuite, un film d'horreur qui est plus un thriller pour le coup, c'est Le Menu, avec Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes et Nicholas Hoult, et c'était vraiment un super moment. Je l'ai rattrapé tout dernièrement pour, du coup, lors de mes rattrapages de certains films qui sont sortis durant l'année, et j'ai vraiment adoré. Je trouvais que ça fonctionnait super bien, que l'esthétique du film était très sobre, mais ça me plaisait énormément et ça collait avec la thématique du film, où vraiment c'est censé vraiment représenter un monde assez froid pour ce qui est de ce restaurant, où il va se passer bien sûr quelques événements que je ne dévoilerai pas, qui sont assez surprenants. Le casting est au top, je trouve que tous les acteurs sont super, Ralph Fiennes notamment, il y a
toute une thématique autour du fait que les personnes ne savent plus apprécier la cuisine ou apprécier ne serait-ce que les petits instants de la vie, etc. Notamment tout un passage autour d'un cheeseburger, sans trop en dire, mais j'ai beaucoup aimé cet instant qui résumait pour moi beaucoup, qui résumait bien à mon sens le propos du film, et voilà, je trouvais que ça marchait super bien en termes de mise en scène, en termes d'acting, une belle histoire qui m'a captivé, donc ça fait partie des films que j'ai le plus aimé cette année, et je vous le recommande de le voir. Ensuite, un film qui va se retrouver dans plusieurs tops à mon avis, c'est Elvis de Baz Luhrmann, qui est un biopic sur la vie d'Elvis Presley, et c'est très très bien, il n'y a pas d'autre mot, c'est très très bien joué par Austin Butler, qui a notamment gagné le Golden Globes du meilleur acteur, et c'est totalement mérité, parce qu'il est vraiment super dans le rôle, et de manière générale, la mise en scène est ultra énergique, et se calme un petit peu au fur et à mesure du film, tout comme Elvis Presley, sa vie va se calmer entre guillemets par rapport au début, j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme parti pris, et voilà, le film est très bien rythmé, on s'ennuie jamais, les musiques sont bien utilisées, c'est peut-être trop énergique au début, mais d'un autre côté, je pense que ça me plaît, et que ça colle bien avec ce que le film souhaite raconter, donc j'ai pas de soucis avec ça. Les autres acteurs aussi sont super, notamment Tom Hanks. Bref, c'est un super biopic, très original, très créatif, qui représente bien la vie d'Elvis Presley, et donc forcément, j'ai vraiment bien aimé ce film, et je vous le recommande. Ensuite, on a un film belge, à savoir Un Monde, qui va traiter du harcèlement scolaire, et c'est un film qui m'a beaucoup touché, je l'ai aussi rattrapé tout dernièrement pour préparer cette vidéo, et c'est vrai que le film, je trouve qu'il retranscrit très très bien l'atmosphère qu'on pouvait ressentir qu'on peut ressentir dans ce genre de situation, car moi-même ayant vécu en partie du harcèlement scolaire, même si c'était pas aussi poussé que d'autres personnes qui l'auraient vécu ou que dans ce film, je ressens quand même en partie ce qu'il a vécu, et en tout cas ce que le garçon vit dans ce film, et on voit qu'il y a plein de petits détails qui sont vraiment qui marchent en fait, parce que c'est tellement vrai qu'il y a certains petits détails, comment les gens se comportent, comment le garçon va réagir, etc. Il y a plein d'aspects qui sont vraiment très bien traités, je trouve. Juste, je dirais que le film manque peut-être d'une scène qui ferait tout décoller en se disant ouais, c'est extraordinaire la scène, cette scène-là est incroyable. Il n'y a pas une scène comme ça. En fait, le film est plutôt monotone, je sais pas si c'est le bon terme, mais il n'y a pas de crescendo dans les violences, etc. En tout cas, j'avais pas cette impression-là. C'est un petit peu dommage, mais je trouve tellement bien interprété, tellement bien mis en scène, que je me devais quand même de le mettre dans ce top, aussi parce que je trouve que c'est l'un des films sur le harcèlement scolaire qui le traite le mieux. Donc c'est vraiment important à voir. Ensuite, The Northman de Robert Eggers, qui est un film vraiment impressionnant visuellement, avec une tonne de plans totalement dingues, je trouve. Le film manque peut-être là encore un petit peu de rythme à mon goût. Sur le milieu du film, je trouve qu'il y a un petit ventre mou qui est un petit peu dommageable. Par contre, en termes d'interprétation, c'est super. La musique est géniale. Le film a plusieurs scènes vraiment très épiques, et je dirais même que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas tant de scènes d'action que ça, tant les scènes d'action sont vraiment très très bien. Genre vraiment, c'est le point fort du film. La première scène d'assaut en plan séquence, c'est vraiment dingue. Donc c'est quand même un excellent film, mais ça m'a pas totalement convaincu, c'est pour ça que je le mets tout de même en mention honorable, mais il n'est pas dans le top parce que je trouve qu'il manque peut-être quelque chose ou qui m'aurait vraiment agrippé dans le film. Ensuite, un autre film français qui m'a beaucoup touché au début de l'année, et en fait j'arrête pas d'y repenser, donc je me suis dit qu'il fallait comment je le mette dans mes mentions honorables. C'est le film Presque, qui va traiter de la relation entre un homme qui travaille dans les pompes funèbres et d'un handicapé physique, parce que oui, en fait on a l'impression que du coup il a peut-être plus que ça, mais pas du tout, au contraire c'est une personne vraiment hyper intelligente et qui a notamment des réflexions philosophiques et ce genre de choses, et d'ailleurs l'acteur qui le joue est également comme ça dans la vraie vie, ce qui rend du coup sa performance d'autant plus impressionnante, et c'est un film qui m'a beaucoup touché. Je trouvais que c'était très bien raconté, que l'humour était pas lourd du tout, au contraire il était vraiment très appréciable. Il y a plusieurs scènes que j'ai trouvées très touchantes, et la bande originale surtout m'a beaucoup plu. Je trouvais que la musique de ce film était vraiment magnifique. Je crois qu'elle a pas été composée pour le film dans tous les cas. C'était vraiment de très bons choix de musique. Il y a notamment toute la scène de fin sur un ponton que j'ai trouvé vraiment très forte, bien aidée encore une fois par la musique que je trouve vraiment magnifique. C'est un film qui m'a vraiment touché, et je trouvais que le message était magnifique, et c'est pour ça que je le mets en mention honorable, parce que ça a été clairement l'une de mes meilleures expériences cette année, et je vous recommande de le voir.
Ensuite, le film 13 vies réalisé par Ron Howard qui va se concentrer sur une histoire vraie de personnes qui ont été bloquées dans une grotte, il me semble, en Thaïlande. Le film dure à peu près 2h20, donc j'avais un petit peu peur de m'ennuyer, mais force est de constater que je me suis pas du tout ennuyé tant le film était maîtrisé, tellement bien raconté, tellement bien mis en scène, tellement bien joué, notamment avec Viggo Mortensen et Colin Farrell. Le film se suit de façon vraiment, je n'ai pas vu le temps passer, tant les événements s'enchaînent bien, c'est bien raconté, c'est clair, on comprend bien les enjeux, les scènes sous l'eau sont vraiment très oppressantes et fonctionnent vraiment très très bien. Il y a notamment tout un travail au niveau du mixage son que je trouve vraiment assez fort. C'est vraiment un super film, vraiment l'un des meilleurs films que j'ai vu inspiré d'une histoire vraie. C'est poignant, c'est bien raconté, c'est captivant, c'est à voir tout simplement, et c'est sorti sur Prime Video pour ceux que ça intéresse. Ensuite, un film dont j'ai déjà parlé dans une critique qui m'avait beaucoup plu, c'est le film Men, réalisé par Alex Garland, qui a notamment fait Annihilation, et j'avoue que ce film m'a énormément plu. Je sais que ça n'a pas été le cas de tout le monde et que certains ne l'aiment pas du tout, et certains l'ont même mis dans leur flop, pour le message notamment, je pense, parce qu'en vrai au niveau de l'esthétique, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. Le message, je peux comprendre qu'on ait du mal. À titre personnel, j'ai vraiment pas de mal du tout, je trouve que c'était quand même plutôt intéressant en termes de message, et que, enfin voilà, bon, vous le savez, moi je suis plus intrigué par l'atmosphère, l'ambiance, etc., et je trouvais vraiment que la mise en scène était complètement dingue, et la photo, il y a toute une scène dans un tunnel qui est vraiment magnifique visuellement, il y a aussi un travail au niveau du son qui est vraiment impressionnant, le casting aussi est vraiment super, la bande originale est vraiment assez marquante. C'est un film qui m'a pas mal marqué, je me souviens encore de pas mal de scènes et pas mal de plans, donc c'est pour ça que je le mets dans mes mentions honorables, parce que voilà, c'est un film qui m'aura accompagné, qui m'aura beaucoup impacté sur certains aspects. Donc personnellement, Men, ça a été l'une de mes meilleures expériences de cette année. Ensuite, là encore, un film qui va finir dans beaucoup de tops de cette année, à mon avis, c'est le film The Batman, qui est réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle titre. J'avoue qu'à titre personnel, ce n'est pas non plus dans le top 10 de l'année, même si je reconnais parfaitement que c'est un film vraiment assez grandiose, de par sa réalisation, sa photographie, la musique de Michael Giacchino est vraiment ultra marquante, mais c'est vrai que pour ce qui est de l'histoire, je la trouve bien menée dans tous les cas, mais je trouve qu'elle traîne un peu pour pas grand chose, à vrai dire, je trouve en tout cas. Il y a vraiment 2-3 problèmes de rythme à mon goût, et ça, je veux bien que ça pose une ambiance, hein, et c'est très très cool, mais personnellement ça m'a un tout petit peu dérangé, ce qui fait que ça n'a pas non plus été ma claque de l'année, même si je comprends totalement pourquoi certaines personnes le mettent dans leur top, et même en top 1, pourquoi pas. Personnellement, c'est pas ce qui m'a le plus convaincu, ce qui m'a le plus plu cette année, mais ça restait un super moment au cinéma, et j'ai très hâte de voir la suite qui devrait arriver prochainement. Ensuite, un film que j'ai vu durant le mois de janvier et qui, je pensais, finirait dans mon top de l'année tant il m'avait vraiment convaincu. Finalement, il faudrait peut-être que je le revoie pour me refaire une idée, mais il a un petit peu baissé au fil du temps. C'est En attendant Bojangles, qui est un film avec notamment Virginie Efira et Romain Duris. Je crois que j'étais pas loin de pleurer tant le film m'a ému de par son histoire, l'interprétation surtout de Romain Duris et de Virginie Efira. Franchement, ils sont extraordinaires dans ce film. Le film m'a beaucoup touché, la mise en scène est simple mais elle est efficace, l'histoire se suit avec plaisir, il n'y a pas de problème de rythme, en tout cas j'en ai pas ressenti. Le film m'a beaucoup ému dans ce qu'il voulait raconter, durant certaines scènes vraiment assez marquantes, et c'est pour ça que je le mets dans mes mentions honorables, même si je pensais qu'il serait au moins dans le top 10 à vrai dire. Au final, il a baissé un petit peu, mais en vrai, il faudrait que je le revoie, parce que ça se trouve, si je le revois, je me dirais qu'au contraire, il faudrait vraiment que je le mette plus haut. Mais pour le moment, dans tous les cas, voyez ce film, c'est vraiment un super film français. Plus que 2 films dans les mentions honorables, d'abord Alerte Rouge des studios Pixar, c'est encore une fois pour moi une réussite de la part du studio. Je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est un studio qui est mort, ou en tout cas qui perd en qualité. Je ne suis pas d'accord à vrai dire, je trouve qu'au contraire, ils sont toujours très très bien, même si Buzz l'éclair dernièrement m'a un petit peu déçu pour le coup, lui je suis d'accord pour dire que c'était pas le meilleur, loin de là, mais Alerte Rouge ça restait un super film d'animation, très coloré, très drôle, avec des personnages très attachants, une ambiance années 2000 que j'ai beaucoup aimé étant donné que moi j'ai grandi en partie durant les années 2000, notamment le boys band, les Four Town, que j'ai beaucoup aimé dans ce film, et je trouvais que les musiques étaient vraiment hyper marquantes et c'était vraiment super. Il y a des messages que je trouve aussi intéressants dans ce film, l'animation est jolie, bref, pour moi ça reste une réussite, et j'avoue que, encore une fois, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens disent que Pixar est mort, étant donné que, mis à part Buzz l'éclair, ces 2 dernières
dernières années, même ces 3 dernières années, il n'y a pas de films qui m'ont déçu ou que j'ai vraiment pas aimé, loin de là, je les ai tous aimés, donc bon, tout le monde pense ce qu'il veut, hein, bien sûr, mais moi, à titre personnel, je considère que Pixar est loin d'être enterré. Et enfin, le dernier film qui était à 2 doigts de finir dans le top 10, tout comme Alerte Rouge, ou tout comme le reste des films que je vous ai cités, c'est le film Simone, le voyage du siècle, qui est un biopic sur la vie de Simone Veil, qui m'a beaucoup touché, et qui m'a surtout impacté de par son message que je trouve d'une utilité vraiment... qu'il faut absolument que tout le monde au moins retienne ce message, mais ce serait bien du coup, si jamais ils ont pas envie de le retenir comme ça, qu'ils voient ce film. Je trouve que ce film a vraiment de très très beaux messages, qu'il est bien réalisé, qu'il est très bien joué, qu'il est plutôt bien rythmé, ça j'avais peur que le film soit un petit peu long. À titre personnel, je me suis pas ennuyé une seule seconde, et donc ça a été un petit coup de cœur pour ma part, et je suis très content que ce film va presque devenir, alors là actuellement quand je filme ce top, il est sur le point de dépasser Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu pour le rang, pour la première place du box-office français de 2022. Ça fait plaisir quand même que ce soit ce film-là qui soit premier plutôt que l'autre film, parce que bon, clairement je trouve que Simone a de très beaux messages à faire passer, et franchement ça me fait plaisir que ce film fonctionne. Voilà. On en a fini avec les mentions honorables, c'était déjà assez long, à pas se mentir. On attaque donc directement le top 10 de cette année 2022. On commence en 10e position avec un film d'horreur, et ce film d'horreur, ce sera... Smile, réalisé par Parker Finn. Alors ce film, j'en ai fait une critique lorsqu'il est sorti vers la fin du mois de septembre, et dans cette critique j'étais très positif, je disais directement que j'avais vraiment beaucoup aimé ce film, mais je vous avoue qu'en fait, plus j'ai repensé à ce film, et plus j'ai revu notamment certaines scènes de ce film, plus en fait je me suis rendu compte qu'il m'avait vraiment marqué, il m'avait laissé quelque chose d'assez spécial. En fait, quand je revois la scène d'introduction notamment, ou quand j'écoute la bande originale du film, je me rends compte qu'il y a vraiment un sentiment d'angoisse qui apparaît très vite en moi. Mais vraiment, et je crois qu'il y en a peu, il y a peu de films qui arrivent à me faire ça, mais je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je sais en partie pourquoi bien sûr. Je ressens énormément d'angoisse devant ce film, et je pense que c'est l'un des films qui m'a le plus, en tout cas sur la longueur, fait peur. Genre plus j'y repense et plus ce film me fait peur, clairement, parce que je trouve que la mise en scène est vraiment super, elle est sobre dans l'ensemble, voilà, il n'y a pas de grosse nouveauté à ce niveau-là, mais je trouve qu'elle a vraiment une atmosphère vraiment très très cool. La bande originale du film est complètement dingue, il n'y a pas de mélodie marquante, mais il y a des sonorités qui sont flippant. La musique est tellement bien composée pour vraiment te mettre dans un sentiment d'angoisse constant, et ça a été le cas durant une partie du film. Je trouve que l'interprétation est vraiment super. Certes, le film est assez basique, et vraiment je vous le dis, c'est pas le film du siècle, le film d'horreur qui va réinventer, etc. Ça reprend une formule assez basique de film de malédiction, etc. Mais je trouve que ça le fait vraiment très bien. Il y a mon frère qui vient d'arriver. Voilà, c'était le caméo de la vidéo, tu peux partir. Je pense que c'est surtout la scène d'introduction qui m'a vraiment mis mal. Je trouve qu'elle est d'une efficacité vraiment assez redoutable. Rien qu'en y repensant, je vous avoue que ça me fait flipper un petit peu. Franchement, je trouve que ce film est vraiment ultra réussi. Certes, pas très très créatif, c'est peu original en soi, mais je trouve qu'il est d'une efficacité mais assez impressionnante. Et bah voilà, ça a été l'une de mes expériences les plus marquantes de cette année. C'est pour ça que plus j'y repensais, plus je me suis dit qu'en fait il mérite un peu sa place dans ce top. Il n'est qu'en 10e position, mais c'est tout de même pas mal. On passe à la 9e position, et ce sera pour un film d'animation, à savoir... Quand il reviendra, vous ne le reconnaîtrez plus. Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, réalisé par Amandine Frédon et Benjamin Massoubre. Ce film d'animation fut clairement la petite surprise de cette année, car même si je suis plutôt fan du Petit Nicolas, eh bien, en tout cas pour ce qui est des films, parce que moi j'ai surtout découvert le film original quand j'étais jeune, eh bien, je ne pensais pas aimer autant ce film, et pourtant, vraiment, ça a été pour moi une véritable bonne découverte, tant le film m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup touché, beaucoup amusé. Je trouvais qu'on retrouvait vraiment cette ambiance du Petit Nicolas qui me plaisait énormément, tout en suivant l'histoire des auteurs du coup du Petit Nicolas, et je trouvais que c'était vraiment très ludique,
très intéressant, très bien raconté, le doublage français est vraiment super, l'animation est vraiment très très cool, et il y a vraiment une atmosphère qui se dégage de ce film que je trouve vraiment très très cool, très très légère. Ça m'a vraiment fait penser à l'ambiance du petit Nicolas tout simplement. Et si vous voulez plus d'informations, tout comme Smile, j'en ai fait une critique sur cette chaîne qui est disponible, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la regarder. Mais clairement, le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, ça a été l'une de mes plus grosses surprises de cette année. J'ai trouvé ce film tellement mignon, tellement touchant, et c'est un petit peu une sorte de Madeleine de Proust, si on peut dire, et vraiment, je suis très très fan de ce film, et je vous encourage à le découvrir si ce n'est pas encore fait. On passe à la 8ème position, et là encore ce sera un film français, et ça fait plaisir. Il s'agit de... Je veux que vous sachiez que ce voyage en taxi avec vous a été une belle course. Une belle course réalisée par Christian Carion. Lui aussi, pour le coup, je ne m'attendais pas à autant l'aimer, mais ça a été une véritable surprise. J'avais déjà vu le précédent film de Christian Carion, c'est le seul que j'ai vu dans sa filmographie, à savoir Mason, qui est un remake de son propre film Mon Garçon, et Mason, j'ai trouvé ça vraiment super, mais alors là, j'ai été totalement conquis par ce film. Je trouve que c'est un film très très touchant, très très bien joué, et notamment par Danny Boone, qui m'a vraiment surpris. Je suis pas quelqu'un qui déteste forcément Danny Boone, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas cet acteur. Personnellement, je l'aime bien, mais ça s'arrête là, je trouve pas que c'est un acteur exceptionnel de base, mais alors là, franchement, je l'ai trouvé super bon, et ne parlons même pas de Lynn Renaud, que je trouve absolument formidable dans ce film, qui est vraiment extraordinaire dans ce rôle, tout comme le reste du casting de toute façon. La réalisation est classique, mais je la trouve efficace, la musique est vraiment très très belle, mais c'est surtout l'histoire de cette vieille personne qui va raconter sa vie du coup durant cette course, et c'était vraiment très touchant, bien raconté. Ouais, j'ai été ému, tout simplement, et je suis content d'avoir pu assister à l'avant-première de ce film, et d'ailleurs le réalisateur était présent, et c'était un super moment avec lui. Et d'ailleurs, vous pouvez voir dans le décor juste derrière moi, voilà, juste ici, vous pouvez voir l'affiche d'une belle course, et elle a été dédicacée par Christian Carion. Bref, j'ai vraiment adoré ce film, ça m'a énormément ému, je pensais pas autant l'aimer, mais j'ai pas mal pleuré devant ce film, je l'avoue, et ça m'a touché, tout simplement, et je vous encourage du coup à découvrir ce film si ce n'est pas encore fait, car c'était vraiment très très touchant. Et si vous voulez un petit peu plus de détails, tout comme les deux précédents films, il y a une critique qui est disponible sur ma chaîne si ça vous intéresse. On passe à la 7ème position, et en 7ème place, ce sera... Du musst jetzt tapfer sein. Für die, die es nicht geschafft haben. Für uns alle. À l'Ouest, rien de nouveau, réalisé par Edward Berger. On continue avec les films qui m'ont vraiment surpris parce que je ne m'attendais pas à autant l'aimer, mais oui, c'est un film sorti sur Netflix, un film de guerre qui est du coup inspiré du livre qui s'appelle également À l'Ouest rien de nouveau, qui va du coup raconter l'histoire d'un jeune soldat allemand durant la Première Guerre mondiale. Et rien que ce postulat de base m'intéresse énormément parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de films sur la Première Guerre, sur la Seconde Guerre, etc., mais on est souvent du point de vue des Américains, des Français, etc., et quasiment jamais du point de vue des Allemands, alors que c'est vraiment intéressant quand même de se pencher sur ce côté-là. Et là du coup c'est pour ça aussi que ça m'a beaucoup plu, je pense, c'est que c'est vraiment le premier film, je crois, parmi ceux que j'ai vu en tout cas de guerre, qui s'intéresse au point de vue allemand durant tout le film. Et c'était vraiment palpitant, le casting est super, le film se suit avec grand plaisir, je trouve que le film est en plus de ça plutôt bien rythmé, le film dure 2h20, et j'ai pas vu le temps passer, alors qu'il se passe pas grand chose en soi, hein, mais... je sais pas pourquoi, je me suis vraiment pas ennuyé une seule seconde. Il y a des scènes qui sont tellement bien réalisées, notamment les scènes de guerre, qui je trouve sont d'une cruauté, d'une violence, mais vraiment bien retranscrite en fait. C'est pas forcément c'est pas du gore pour du gore gratuitement, c'est vraiment une violence qui m'a l'air vraiment retranscrire ce qui s'est vraiment passé. Il y a notamment une scène où il y a les chars qui vont arriver dans les tranchées du côté et qui vont commencer à écraser la tranchée, notamment une personne, un soldat allemand qui va se faire écraser par un char, et cette scène-là a été insoutenable, mais vraiment c'était le combo de tout ce qui se passait durant cette scène. Mais en général le film, je trouve que vraiment il est
il est assez impactant dans sa violence, dans sa représentation de la guerre, le casting est super, la bande originale est vraiment super, notamment un bruit métallique qui revient à plusieurs reprises, comme si c'était une machine qui commençait à arriver de petit à petit avec juste 3 notes. C'était vraiment une musique que j'ai trouvé vraiment super. Et même ce qui se passe du côté du train où ils essayent du coup de signer l'armistice, je trouvais ça vraiment intéressant de se pencher sur cette question-là, parce que c'est vrai que là encore j'ai pas vu beaucoup d'œuvres qui se concentraient sur les derniers jours de la guerre finalement, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Bref, ça a été l'une de mes meilleures expériences là encore, qui prouve aussi que Netflix est capable de sortir de belles choses de temps en temps. Il faut aussi parfois nuancer le propos pour ceux qui disent que tout ce qui sort de Netflix c'est mauvais. Non, pas du tout, il faut savoir, c'est comme n'importe quel distributeur, il y a du bon et du moins bon, et là pour le coup, ce À l'Ouest rien de nouveau, pour moi c'est l'un des meilleurs films disponibles sur Netflix, je l'ai trouvé vraiment impactant, marquant, et je ne peux que vous encourager à le découvrir si ce n'est pas encore fait. On passe maintenant à la 6ème position, et en 6ème position, ce sera... I have to tell them. Cher Evan Hansen, réalisé par Steven Chbosky. Alors ce film, c'est assez particulier de vous en parler parce que moi-même, je considère pas que ce soit un grand film. Je trouve notamment que la mise en scène est assez plate et un petit peu trop banale, il n'y a pas vraiment de rythme de par la mise en scène, mis à part une ou deux scènes, dans l'ensemble c'est pas hyper impressionnant, ça m'a pas forcément dérangé, mais je le vois quand même. Et surtout, c'est une adaptation d'une comédie musicale qui a été produite notamment à Broadway, il me semble, qui s'appelle également Cher Evan Hansen. Et de ce que j'en ai entendu, apparemment, l'adaptation est franchement pas terrible, dans le sens où ça retranscrit en grande partie l'univers de la comédie musicale, mais par exemple, je vous parlais de la mise en scène, mais on perd beaucoup de la rythmique de la comédie musicale, et donc je comprends qu'on puisse du coup pas aimer ce film à ce niveau-là. Mais j'ai découvert ce film durant le mois de janvier, et étonnamment, ce film m'a beaucoup touché, notamment grâce à sa bande originale qui, bien sûr, c'est un petit peu triché, mais du coup elle est tirée de la comédie musicale de Broadway du coup, donc forcément les musiques sont géniales, et vraiment je tiens à dire que je ne connaissais pas du tout cette comédie musicale, mais alors les musiques m'ont totalement charmé, j'ai trouvé les musiques absolument magnifiques et tellement bien interprétées par l'acteur principal Ben Platt, qui est vraiment extraordinaire je trouve. Certains ont aussi reproché le fait qu'il était peut-être trop vieux pour jouer un rôle de lycéen. Alors je peux comprendre qu'on puisse voir ça, perso ça m'a pas du tout dérangé, mais je trouve que dans tous les cas il joue super bien, et qu'il est vraiment... De manière générale le casting est très bon, l'ambiance du film je la trouve vraiment bien. J'aime beaucoup également le message du film, parce que Evan Hansen c'est du coup une personne qui souffre de troubles de l'anxiété sociale, je crois que c'est ça le terme exact, donc vraiment il est pas à l'aise socialement, il est vraiment assez timide, il est un peu toujours dans sa bulle, il a pas d'amis, etc. Et il va se retrouver dans une situation où il va devoir mentir, et il va se faire remarquer du coup grâce à ce mensonge. C'est une situation évidemment qui est assez classique en soi dans ce genre de film, mais par fait des fois je me suis laissé aller, et je crois que j'ai été beaucoup pris par ce film qui est assez nunuche, si on est honnête 2 secondes, dans le sens où vraiment c'est parfois un petit peu trop facile, et voilà, le film est loin d'être réaliste sur la question, même si la fin du film est quand même un petit peu nuancée, hein, c'est pas juste un happy end classique, il y a quand même un truc un petit peu plus intéressant à ce niveau-là. Mais voilà, j'ai été charmé par l'ambiance du film, par le message, parce que moi-même ayant vécu en partie cela, dans le sens où quand j'étais à l'école, au collège, au lycée, j'avais des amis bien sûr, mais j'avais quand même ce sentiment de parfois pas être à ma place, parce que j'avais des passions que les autres avaient pas, parce que ce genre de choses, voilà, je pense qu'on a beaucoup d'entre nous ont ressenti déjà ce sentiment, et je trouve que ce film m'a fait ressortir un truc que j'avais un petit peu enfoui en moi, et qui me l'a fait ressortir, ce sentiment de se dire en fait on est comme on est, et puis c'est tout quoi. J'étais donc pas loin de pleurer durant certaines scènes que j'ai trouvé vraiment touchantes, et encore une fois je vous le redis, mais la bande originale du film est complètement dingue, même si encore une fois c'est un peu de la triche, vu que c'est pas la bande originale du film mais de la comédie musicale. Mais bref, même si ce film n'est pas parfait, et moi-même je le vois, c'est un film qui m'a beaucoup touché, qui m'a peut-être en partie aidé en soi, alors même si depuis maintenant 2 bonnes années, moi bien plus, je me sens vraiment bien, il y a vraiment pas de soucis à ce niveau-là, il y a quand même ce petit sentiment que le film m'a fait ressortir, et à la fin du film j'étais vraiment... j'étais heureux quoi, et moi c'est ce sentiment là aussi que je recherche quand je vais au cinéma, c'est quand je ressors de la salle je suis heureux, et quand je suis sorti de Cher Evan Hansen j'étais clairement
très très heureux, et c'est pour ça que je le mets quand même dans ce top, malgré le fait qu'il ait plusieurs défauts. C'est un film qui m'a touché, et bah voilà, je le remercie pour ça. On passe à la 5e position, et pour cette 5e position, je vais tricher un tout petit peu. Je vais inclure 2 films qui sont faits par le même studio, qui ont sorti du coup ces 2 films durant cette année 2022. On a donc, pour le premier film, Les Bad Guys, réalisé par Pierre Perifel. Et ensuite, on a le film Espresso. Quelle année de dingue pour les studios DreamWorks qui viennent d'avoir un renouveau absolument impressionnant. Ils avaient toujours réalisé de bons films durant les années 2010, bien sûr, avec la trilogie Dragon notamment, mais il y avait peut-être moins de projets qui étaient vraiment impactants, je trouve. Mais alors là, ces deux-là, que ce soit les Bad Guys ou le Chapeauté 2, mais respect. C'est tellement bien. Je ne saurais même pas dire lequel je préfère entre les deux, parce qu'en fait, j'adore les deux, que ce soit les Bad Guys ou le Chapeauté 2, et je me suis dit que je vais tricher un peu, vu que c'est le même studio, je vais mettre les deux dans le même panier. De toute façon, les deux sont excellents. En termes d'animation, les deux sont absolument impressionnants, parce que ça utilise une technique d'animation un peu comparable à celle d'Into the Spider-Verse, avec un mélange 3D 2D, qui est vraiment magnifique, y a pas d'autre mot. C'était déjà le cas dans les Bad Guys, mais c'est vrai que le Chapeauté 2 était encore plus beau à ce niveau-là. Il y avait vraiment des scènes qui étaient magnifique visuellement. En termes de bande originale, les deux films sont vraiment super. J'ai eu peut-être plus une préférence sur les Bad Guys pour le coup, je trouvais qu'il y avait vraiment une ambiance musicale assez marquante et qui fonctionnait du tonnerre. En plus de cela, les personnages des deux films sont attachants, bien écrits et surprenants pour la plupart, mis à part peut-être le méchant des Bad Guys, qui manque un petit peu à mon goût de développement ou de surprise. Par contre, par exemple, le Chapeauté 2, le méchant, le loup, mais c'est l'un des meilleurs méchants, et je le réaffirme à nouveau, l'un des meilleurs méchants qu'on ait eu dans le cinéma d'animation depuis des années. Mais vraiment, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire avec ce personnage. Même les autres personnages du film d'ailleurs sont vraiment excellents. Bref, pour moi, DreamWorks, ils ont réussi à faire quelque chose d'absolument incroyable avec ces deux films, qui sont réussis chacun de leur côté, chacun dans leur domaine. C'est vraiment ultra kiffant de voir ça. Je suis hyper heureux d'avoir vu ces deux films et de voir que DreamWorks est redevenu, franchement, je sais pas, un studio qui est de la même taille et de la même qualité que ce qu'ils étaient durant les années 2000, hein, clairement. Et franchement, je suis vraiment je suis totalement convaincu par ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, il y a une vidéo sur les Bad Guys qui devrait arriver un jour, parce que je mets beaucoup de temps à l'écrire. Je vous préviens tout de suite, c'est parce que je suis clairement un flemmard et que je mets du temps à écrire, et c'est pas bien. Mais il y a notamment une vidéo que je suis en train d'écrire sur les Bad Guys, avec, je le rappelle pour ceux qui, je l'avais dit il me semble dans une vidéo, mais avec une interview du réalisateur Pierre Perifel, qui a très gentiment accepté de faire une interview durant le mois de juin, je crois, donc vraiment ça commence à faire long. Il faudra vraiment que je sorte cette vidéo un jour. Dans tous les cas, elle sortira un jour, c'est sûr et certain, mais il faut vraiment que je me presse pour la sortir. Et j'ai hâte que vous voyez cette vidéo et que du coup on puisse en parler un petit peu plus en détail. Mais clairement, ces deux films sont pour moi les meilleurs films d'animation sortis cette année. Ils sont incroyables, ils sont tellement divertissants, tellement drôles, tellement géniaux. Voilà. Donc merci DreamWorks pour cette belle année, en espérant que l'année prochaine soit encore meilleure. On passe à la 4e position, et en 4e position, ce sera... Don't let anything distract you from it. Everything Everywhere All at Once, réalisé par les Daniels. Le film qui a tout explosé au box-office américain, en tout cas pour un film indépendant, c'était vraiment un score absolument impressionnant, et c'est mérité, on va pas se mentir. Là encore, comme la plupart des films de cette liste, j'en ai fait une critique, donc si ça vous intéresse, vous aurez un petit peu plus de détails dans celle-ci. Mais effectivement, Everything Everywhere All at Once, pour moi, c'est l'un des meilleurs films sortis cette année. Le film est d'une générosité, que ce soit au niveau de son scénario, qui est rempli de surprises, avec des scènes vraiment complètement loufoques, où ils vont traverser plusieurs univers vraiment assez atypiques. La mise en scène est ultra créative, et vu le budget du film, je crois que c'est
15 ou 20 millions, je crois que j'ai vu, un truc comme ça. Franchement, vu le budget, ils arrivaient à faire des trucs de dingue en termes de mise en scène, les scènes d'action sont tellement bien shootées, il y a des chorégraphies de combat qui sont vraiment super, le casting est au top, notamment, évidemment, Michelle Yeoh dans le rôle principal qui est extraordinaire, mais c'est surtout Ki Kwan qui m'a beaucoup touché dans son rôle de Waymond. Je trouve que c'était le personnage le plus touchant de ce film. Il y a une scène, notamment, c'est ma scène préférée du film, où il va expliquer à sa femme qu'il faut arrêter, enfin même aux autres personnes, qu'il faut arrêter de se battre et qu'il faut juste essayer d'être gentil, juste simplement être gentil, et c'est à ce moment-là que du coup elle va repenser à toute sa relation avec lui, etc. Et c'était cette scène est incroyable, notamment grâce à la musique aussi. C'est un film tellement inventif, tellement créatif, tellement généreux, ça ne s'arrête jamais, on s'ennuie jamais, c'est tellement bien joué, ça a tellement de cœur, ça porte bien son nom en fait, Everything Everywhere All At Once, il y a tellement de choses dans ce film, c'est extraordinaire. C'est pas le meilleur film que j'ai vu cette année, parce qu'il y a des films qui ont peut-être plus impacté, mais c'était tellement bien, et je suis hyper content d'avoir vu ce film, et je vous recommande de le voir. Si ce n'est pas encore fait, foncez le voir, c'est absolument génial. On arrive au podium de cette vidéo, et commence à être un petit peu longue cette vidéo, parce que là je suis presque à 50 minutes de rush, donc quand même je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais bon, c'est le top de l'année, c'est comme ça. En troisième position, on a... Top Gun Maverick, réalisé par Joseph Kosinski. Pour ceux qui ont vu mon flop, du coup il se retrouve à la fois dans mes flops avec Spider-Head, mais aussi dans mes tops avec Top Gun Maverick. Pour vous dire à quel point le réalisateur est capable du meilleur comme du pire. Top Gun Maverick, ça a clairement été l'une de mes meilleures expériences cinéma de ma vie, je pense, on peut aller jusque là. Je l'ai vu en IMAX, c'est la première fois que je l'ai vu, et clairement, je n'ai pas été déçu, puisque le film était tellement impressionnant dans les scènes de vol en IMAX, ça avait tellement l'effet waouh, quoi, y a pas d'autre mot, c'était complètement impressionnant. Le film est tellement généreux là aussi, le scénario est moins généreux parce que clairement je trouve, et je pense que tout le monde l'a dit, c'est pas grave, que le scénario est vraiment très simple et qu'il y a quasiment aucune surprise, on s'attend à tout est prévisible à ce niveau-là, mais je trouve que le film, en fait, assume ce côté simplé pour justement créer quelque chose de fort qui sera peut-être un petit peu simple et basique pour certaines personnes, mais qui au moins assume jusqu'au bout sa simplicité de ses personnages, de ses archétypes, de ses situations qui sont peut-être revues et revues, mais voilà, il le fait avec une certaine sincérité en fait, et au-delà de ça, c'est surtout les scènes d'action, et surtout pour ça que j'ai envie de voir ce film, à vrai dire, qui sont impressionnantes, quoi. C'est tellement bien fait, les effets spéciaux, le montage est tellement bien fait parce qu'on se perd jamais dans l'action. En tout cas, je n'ai jamais été perdu dans l'action, c'est tellement bien fait à ce niveau-là. La musique de Hans Zimmer, c'est pas que lui, il y a aussi d'autres personnes qui ont travaillé dessus. Harold Faltermeyer, je crois. Je sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est celui qui a composé la musique du premier Top Gun. Ils ont fait un boulot extraordinaire, la BO de ce film est géniale, celle de la musique de Lady Gaga notamment, le casting est au top, Tom Cruise comme d'habitude extraordinaire, la scène avec Val Kilmer était très touchante également. Bref, ce film ça a été vraiment un immense coup de cœur, un film qui donne envie d'aller au cinéma et qui a très bien marché dans le monde, et ça me fait vraiment très plaisir qu'un film comme ça puisse rapporter autant, parce que c'est un film tellement généreux, tellement sincère, que moi ça me fait plaisir qu'un film comme ça marche à ce point. Donc je suis très content, et il se retrouve en troisième position de ce top. C'était vraiment extraordinaire. On passe à la deuxième position de ce top, avec un film français que je ne m'attendais mais alors pas du tout à aimer à ce point, et pourtant, en deuxième position, on a Athéna, réalisé par Romain Gavras. Alors, je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis avec cet avis, parce que je sais que ce film n'a pas été énormément apprécié, j'ai l'impression, en tout cas de manière générale. Je sais qu'il y a quelques personnes tout de même qui l'ont beaucoup aimé comme moi,
Mais c'est vrai que, de manière générale, le film se fait défoncer, notamment au niveau du fond. Car clairement, au niveau de la forme, quasiment tout le monde est d'accord pour dire que le film est absolument dingue, et c'est vrai. Il y a tout un travail du plan séquence qui est absolument phénoménal. Le premier plan séquence du film, qui dure presque 12 minutes, est tellement impressionnant et tellement bien orchestré. C'est du travail d'orfèvre à ce niveau-là, c'est absolument impressionnant. Mais de manière générale, le film entier est vraiment très très bien mis en scène. La photographie est magnifique. J'en ai fait une vidéo, de toute façon, pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait un The Art of Athena, qui est du coup une vidéo un peu la The Beauty of, que j'aime beaucoup, une chaîne que j'aime beaucoup, et du coup je regroupais tous les plus beaux plans du film, et j'avais vraiment matière à faire, tant le film avait tellement de plans complètement dingues, et d'ailleurs la vidéo a plutôt bien marché, je vous en remercie, il a fait 1500 vues, je crois, un truc comme ça. Je suis plutôt content parce que pour une vidéo comme ça, ça fait plaisir, voilà, parce que c'est un petit truc qui normalement fait pas trop de vues, là ça l'a fait, donc je suis content. Et oui voilà, au niveau de la forme, c'est absolument splendide, la musique du film, oh là 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 là, elle est incroyable, la scène de fin il y a un morceau qui s'appelle Orion, dans la bande originale, qui est du coup la scène finale avec, sans trop en dire, un building qui va prendre feu. On va s'arrêter là, voilà. Et c'est la scène finale, la scène qui va un peu conclure une grande partie du film. Et c'était la scène en elle-même est complètement dingue, et j'étais époustouflé quoi pendant tout le film. Donc au niveau de la forme, au niveau de la musique, au niveau de la mise en scène, de la photographie, etc., pour moi c'est extraordinaire. Le casting est aussi excellent, je trouve que tous les acteurs sont excellents et sont vraiment... il y en a que je ne connaissais pas avant ce film, et je trouve qu'ils sont vraiment impressionnants dans leur rôle. Il y a peut-être juste un ou deux personnages qui m'ont moins convaincu, mais franchement dans l'ensemble c'était vraiment incroyable. Et pour ce qui est du fond, là je peux comprendre que ça divise. En effet, certains pensent que le film est assez bancal dans son message, où en fait on sait pas trop ce qu'il veut dire, on sait pas trop dans quelle position il veut se porter. Certains disent qu'il fait plus qu'il est omnibulé par les cités, et que du coup le réalisateur fait quelque chose d'un petit peu bancal, d'incohérent, etc. À titre personnel, et ce n'est que mon avis bien sûr, moi en fait j'ai pris le film comme une véritable tragédie antique, parce que vraiment le film est construit comme ça, de par le titre, la musique qui fait vraiment penser à ça, la mise en scène aussi. Il y a notamment toute une scène où il y a une troupe de policiers qui vont se mettre en formation pour se défendre face à des tirs de feux d'artifice de la part de la cité qui est vraiment vue comme une forteresse d'ailleurs. Le fait que le film se concentre sur 3 frères aussi, j'ai trouvé ça cool, parce que dans les récits antiques aussi on a souvent des histoires qui vont tourner autour de trahison familiale ou ce genre de choses, avec 3 frères qui vont vivre un destin différent, etc., qui vont devoir se trahir, etc. Je trouvais ça vraiment très intéressant au niveau du scénario également. Il y a aussi la toute fin, où on va avoir une révélation finale, vraiment au tout dernier plan, où on va comprendre que la personne qui est derrière tout ce qui se passe dans le film est une personne vraiment précise, et ça fait un peu comme si c'était une force obscure qui se cachait dès le départ dans l'ombre, et ça colle aussi avec l'aspect antique, parce que là encore on a souvent dans les histoires antiques un dieu ou une divinité qui se cache dans l'ombre pour pouvoir tourmenter entre guillemets les héros. Donc pour moi en fait c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est que le film est véritablement construit comme une tragédie antique dans tout en fait, dans la forme, dans la façon de présenter ses personnages, dans la façon de construire le récit, dans la fin, etc. Et j'avoue que ça personnellement ça m'a tellement moi j'adore en fait ce genre de récit, donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu qu'il fasse ça avec un propos moderne, parce que évidemment ça parle de quelque chose d'actualité, et c'est là pour le coup que je peux comprendre que ça dérange. Et effectivement certains vont peut-être trouver ça pas très très bien de faire un récit, une tragédie antique, alors qu'on parle de cités, de sujets qui sont d'actualité, qui sont quand même assez brûlants encore aujourd'hui, et que certains du coup pourraient considérer que c'est pas vraiment bienvenu de faire ce genre de choses. Ça je peux le comprendre. Mais à titre personnel, ça m'a pas dérangé du tout. Moi je trouve au contraire que le film était assez nuancé dans son propos, car mis à part, évidemment, le groupe qui est désigné à la toute fin du film, et qui est clairement là pour le coup sont dénoncés, je trouve que le film est assez nuancé, dans le sens où les policiers, les gens de la cité, il y a tous les camps en fait qui sont représentés, en tout cas moi c'est cette impression que j'avais, ce qui fait on pouvait en fait comprendre à peu près tous les points de vue, se rendre compte qu'en fait dans cette histoire personne gagne, même à la fin. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que vraiment on te montre une situation dans laquelle justement il y a pas d'issue positive, ce qui est là encore correspond à une histoire de tragédie antique, parce que souvent dans ce genre de trucs leur destin est déjà tout tracé, et à la fin ils subissent leur destin et ils meurent, ou ce genre de choses. C'est pour ça que moi ça m'a beaucoup plu, c'est parce que moi je trouve que ça colle parfaitement avec cette idée. Mais si par exemple vous n'êtes pas adepte de ce genre d'histoire, c'est sûr que vous allez pas aimer ce film, et je le comprends, honnêtement je le comprends.
Mais à titre personnel, j'ai tellement aimé ce film, vous voyez là j'en ai parlé beaucoup, j'ai tellement de trucs à dire sur ce film. Je l'ai trouvé vraiment impactant, visuellement époustouflant, tellement épique durant certaines scènes, tellement marquant. Bref, du cinéma français comme ça, j'en veux encore et encore et encore, tellement j'ai trouvé ça incroyable. Et voilà. Il est deuxième de Stop, je pensais vraiment pas qu'il serait aussi haut, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est ça aussi la beauté du cinéma, c'est être surpris. J'ai été surpris. Mais il n'est qu'en deuxième position, puisqu'en effet, il y a un film sorti cette année, qui a tout déchiré sur tous les aspects. Bien évidemment, vous savez lequel est en première position si vous suivez un peu la chaîne. En première position, il s'agit de... Avatar, la voix de l'eau, réalisé par James Cameron. 13 ans d'attente pour voir ce film, alors pas exactement de mon côté, parce qu'évidemment je n'ai pas vu le film à sa sortie, mais au moins plusieurs années d'attente, parce que vraiment je l'ai vu quand j'étais ado, et ce film m'avait beaucoup marqué, en tout cas pour ce qui est de l'original, et du coup James Cameron arrive avec cette suite tant attendue et qui a tant fait parler depuis que c'est sorti, que ce soit en bien ou en mal, les gens sont assez divisés sur la question, même si de manière générale les gens sont plutôt positifs, et c'est mon cas également, puisque c'est le film de l'année selon moi. C'est une suite qui arrive presque à surpasser l'original sur beaucoup d'aspects, vous l'avez vu dans mon top film de James Cameron, j'ai tendance à penser que c'est même le meilleur film de James Cameron, et donc meilleur que le premier Avatar, possiblement en tout cas, parce que, encore une fois, l'avenir nous le dira, c'est un petit peu tôt pour se pencher sur cette question. Dans tous les cas, c'est une excellente suite, une suite qui continue le premier film de façon logique, de façon cohérente, et qui nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur cette planète, sur cet écosystème, en découvrant la partie aquatique de Pandora, et c'était absolument sublime, en IMAX 3D HFR notamment, c'était c'était quand même pas mal, on va pas se mentir, au niveau visuel, c'était absolument époustouflant. La musique est vraiment très bien, pas aussi marquante que le premier, c'est un petit peu dommage, mais elle reste vraiment très bien. L'acting est bon, l'histoire est bien racontée, tous les personnages sont attachants, sont intéressants, il y a pas un personnage où je me suis dit j'ai pas envie de suivre lui, non, ils sont tous intéressants. Le film dure 3h10, 3h15 presque même. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Et j'ai même sorti mon téléphone à un moment donné, et ça faisait 2h30, 2h40 que le film avait commencé, j'avais l'impression que ça faisait 1h30. Mais vraiment, tellement que le film passait à une vitesse, j'avais en fait le sentiment, pendant tout le film, que je cherche souvent quand je vais au cinéma, c'est, j'ai rêvé quoi. J'ai rêvé pendant 3 heures, je croyais en cette planète, je croyais en ces personnages, je croyais en cette histoire, et c'est ce que je cherche en fait moi quand je vais au cinéma. Certes, évidemment c'est bien de voir des récits, on a vu dans ce top, il y a plein de films qui parlent de différentes choses, de façon différente, de façon peut-être plus réaliste, qui parlent du sujet de société, et c'est vraiment génial de faire des trucs comme ça, mais c'est vrai que des films comme Avatar, aussi épiques, aussi grands, aussi impressionnants, aussi marquants, c'est surtout ça en fait qui me fait aimer le cinéma, parce que je rêve en fait, et ça me fait rêver, et je trouve qu'on rêve de moins en moins ces derniers temps, on est parfois peut-être trop ancré dans la réalité, et c'est le genre de film qui nous redonne envie de croire en fait en l'imaginaire en fait. Et peut-être que ces paroles sont un petit peu exagérées selon vous, mais franchement c'est ça en fait, moi vraiment le sentiment que j'ai en regardant ce film, c'est que je rêve, ce film me fait rêver. Il est grandiose, il est tellement impressionnant, et voilà, c'est mon film de l'année, c'est une claque, y a pas d'autre mot. Et si vous voulez un petit peu plus d'informations, j'ai quand même fait une critique de presque 30 minutes sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse, je vous invite à la regarder. Mais oui, Avatar, la voix de l'eau, clairement, pour moi, c'est le film de l'année. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je n'ai plus de voix, voilà, ça fait presque 1h15, 1h20 que je suis en train de tourner, ouais c'est ça, 1h17, là j'ai vraiment plus de voix, mais bon, il y avait tellement de choses à dire sur ces films de l'année, je vais essayer de rendre le montage à peu près sympathique pour vous, je vais essayer de faire plusieurs cuts, on verra combien de temps ça va faire au montage, mais je pense que ça va faire au moins un bon 45 minutes, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, mais aussi à me donner votre top de l'année dans les commentaires, ça peut m'intéresser.
Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.